Vous avez sûrement vu ces robots à 4 pattes. Certains portent des fusils sur le dos, d'autres tirent du matériel dans des tranchées boueuses. Des soldats, à quelques mètres, les yeux rivés sur leurs manettes, les pilotent comme s'il s'agissait d'avatars de jeux vidéo. On croirait que l'Ukraine a sorti la science-fiction sur le champ de bataille. La promesse séduit. Pourquoi risquer la vie d'un soldat si un robot peut transporter des munitions, explorer une tranchée et détecter des engins explosifs ? Là où un humain doit se mettre à l'abri sous les tirs, un robot insensible à la peur et à la fatigue peut avancer tant qu'il reste intact et connecté. Une armée de chiens mécaniques serait loyale, infatigable et jetable. Exactement ce qui fait saliver les généraux et les sous-traitants de la défense. C'est ici que nous devons faire une pause. Parce que quiconque a déjà vu un robot en dehors d'une salle d'exposition sait ce qui se passe généralement dès qu'on les emmène dans le monde réel. Ils tombent, ils se figent, ils bug. Et il s'avère que les zones de guerre ne sont pas vraiment compatibles avec des prototypes encore en développement. L'Ukraine a voulu faire de la science-fiction une stratégie, mais la réalité a opposé une résistance bien plus forte que prévu. Origines et visions. Le plus drôle, c'est que ces robots n'ont pas été conçus à l'origine pour attaquer les tranchées russes avec des lance-grenades. Prenez les unités BAD-2 par exemple. Fabriqués au Royaume-Uni, ils ont 4 pattes, la taille d'un chien moyen et peuvent fonctionner quelques heures, transporter du matériel ou avancer discrètement avec des caméras pour aider les soldats en terrain dangereux. C'était le genre de robot que les salons de la défense adoraient exhiber. Il est compact, polyvalent, et on dirait qu'il sort tout droit d'un épisode de Black Mirror ou quelque chose comme ça. Mais les soldats ukrainiens ne les voyaient pas seulement comme des jouets pour les défiler. Parce qu'une fois que vous mettez ce genre de choses entre les mains de personnes qui se battent pour survivre, eh bien, ils commencent à bidouiller, n'est-ce pas ? Si l'on peut rendre ces robots aussi flexibles que des soldats, moins chers, plus rapides et sans risque humain, ce serait une grande révolution dans la façon de combattre. C'était la vision. Un peloton mécanique à la fois adaptable et sacrifiable. L'un des exemples les plus clairs, c'est la vague de chiens robots de la série BAD, qui sont apparus dans l'est de l'Ukraine. Ceux sur les images ne sont pas des monstres créés par Boston Dynamics. Beaucoup sont des châssis bon marché, certains venant de fabricants chinois rééquipés et reprogrammés par une entreprise britannique pour le champ de bataille. La société les a décrits comme conçus pour la reconnaissance, la détection des mines et la logistique. Ce début explique la suite des événements. Selon le cas, les soldats prenaient un robot à chenilles, un robot terrestre à roues ou un quadrupède et y fixaient tout le nécessaire pour la mission. S'il devait évacuer un camarade blessé, il n'avait qu'à fixer une capsule civière sur le robot. S'il devait en faire sauter une entrée aveugle, il collait un explosif dessus et le programmait simplement pour qu'il fonce à l'intérieur. Et il y a des projets pour utiliser ces chiens robots à l'avenir afin d'y monter un module de mitrailleuse et de placer un tireur derrière un écran. Cette improvisation offrait un avantage tactique, mais ces robots étaient souvent bricolés plutôt que conçus pour cet usage. Des acteurs industriels légitimes sont aussi intervenus. De nouveaux UGV occidentaux, dont le Themis estonien, ont été fournis et produits à plus grande échelle pour l'Ukraine, les entreprises les présentant comme des plateformes modulaires polyvalentes pour l'évacuation des blessés et la neutralisation des explosifs. Les gouvernements et fabricants voient l'Ukraine comme client et source rapide de retour d'expérience. Ils envoient du matériel, reçoivent des retours du front, puis ajustent la production. Mais cela comporte une réserve importante. Les chiens robots ukrainiens sont des réponses de première génération et ne sont pas encore aboutis. Les machines, adaptées de modèles commerciaux et rééquipées pour la guerre, sont testées en version bêta sous le feu par les soldats, ce qui rend leurs avantages réels mais fragiles. La modularité et l'adaptation rapide offrent des solutions rapides, mais ne résolvent pas à elles seules les problèmes de durabilité, sécurité des communications ou les contraintes physiques de la boue et des pentes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le projet n'a toujours pas décollé. Engouement, tests et champs de bataille. Maintenant, les modèles Bantu ont particulièrement attiré l'attention. Assez petits pour ramper à travers les décombres, assez solides pour transporter des fournitures ou des munitions, et assez légers pour être transportés à l'arrière d'un camion. 5 heures d'autonomie, portée pouvant aller jusqu'à 3,5 km caméra et optique thermique intégrée. Certains rapports indiquaient qu'ils étaient presque invisibles aux capteurs thermiques russes. Si c'était vrai, on comprend pourquoi on pensait que ces engins pouvaient changer la donne. Imaginez envoyer un robot derrière les lignes ennemies pendant que les soldats restent à l'abri. Et bien sûr, l'emballement médiatique ne s'est pas arrêté là. Les médias spécialisés dans la défense ont même spéculé sur la possibilité de les armer avec des fusils ou des lance-grenades. On parlait même de les transformer en kamikazes, des robots chargés d'explosifs envoyés en avant comme des kamikazes à 4 pattes. Ils étaient les armes jetables parfaites, et aussi remplaçables que des cartouches. C'était grotesque, mais c'était aussi étrangement logique.
Pourquoi ne pas envoyer un robot terrestre dans les bunkers si l'on utilise déjà des drones? D'ailleurs, il ne s'agissait pas d'une seule machine. L'Ukraine expérimentait toute une famille de véhicules terrestres sans équipage. Certains étaient conçus pour la logistique, d'autres pour la reconnaissance, mais certains étaient tout simplement des plateformes de combat. Le Badbadou s'est simplement retrouvé sous les projecteurs parce que, soyons honnêtes, il a vraiment de la gueule. Il ressemble à ce que pourrait être le futur. N'oublions pas la psychologie derrière une telle image. Un chien robot avec un fusil sanglé sur le dos se vend presque tout seul. Cela fait appel à un instinct humain qui nourrit l'espoir que la technologie puisse éviter le côté sale et sanglant des combats. Cela laisse espérer qu'une machine adaptée rendra la guerre plus simple, efficace, voire plus propre. Mais ceux qui connaissent ce schéma savent comment cela finit, non? Vous vous souvenez des débuts des drones? Présentés comme inarrêtables, précis et révolutionnaires, les drones ont certes changé la guerre, mais se sont révélés plus fragiles et piratables qu'admis au départ. Les premiers chars de la Première Guerre mondiale tombaient souvent en panne, surchauffés et se retrouvaient bloqués dans la boue. La technologie n'était pas inutile, mais s'attendre à ce qu'elle soit toujours miraculeuse a mené à la déception. Les chiens robots ukrainiens sont tombés exactement dans ce même cycle. D'abord vus comme des sauveurs futuristes, les soldats les tiraient dans les zones d'entraînement. Des caméras les ont filmés dans les décombres, et les journalistes affirmaient que la guerre avait franchi une nouvelle étape. On pensait même que c'était une solution ingénieuse au manque de main-d'œuvre en Ukraine. Les robots ne se fatiguent pas, ne saignent pas et n'ont pas besoin de pension. C'est le genre de logique que les ministères de la Défense apprécient vraiment. Et pour être honnête, il y a eu des moments où l'engouement semblait justifié. Un robot transportant des fournitures à travers le No Man's Land, la nuit réduisait les risques pour les soldats. L'un d'eux a même évacué un blessé en lieu sûr, là où les humains ne pouvaient pas intervenir. Pendant ces brefs instants, on pouvait presque croire que c'était le début de quelque chose de vraiment durable. Mais même à ce stade, des failles commençaient à apparaître. Le robot semblait stable sur terrain plat, mais ceux ayant vu des vidéos dans la boue savent combien il peut devenir maladroit. Restent les questions pratiques. Combien d'unités l'Ukraine pouvait-elle déployer et quelle formation était nécessaire pour les opérateurs? Combien coûtait réellement chaque robot comparé, par exemple, à une flotte de drones FPV bon marché? La réalité du champ de bataille et pourquoi cela échoue. Le problème avec les prototypes, c'est qu'ils doivent tôt ou tard affronter la réalité. Pour les chiens robots d'attaque de l'Ukraine, cette réalité n'était pas un champ d'essai ou une exposition à Kiev, c'était la boue, l'artillerie, les drones bourdonnant au-dessus de leur tête et la guerre électronique russe saturant les ondes. Et très vite, toutes les limites sont devenues évidentes. Le premier problème, c'était le terrain. Les vidéos de ces robots marchant sur du béton ou de la terre bien tassée ne montraient qu'une partie de la réalité. L'est de l'Ukraine n'est pas un sol plat de salles d'exposition. C'est des terres agricoles, des tranchées, des villages jonchés de décombres et de la boue si épaisse qu'elle engloutit les bottes. Pour une machine avec de petites pattes et des articulations exposées, ce genre de terrain est un véritable cauchemar. Les soldats signalent des robots qui s'enlisent, peinent sur des surfaces inégales ou basculent avec des charges lourdes. Un officier ukrainien a plaisanté que les robots craignaient les flaques d'eau, soulignant qu'ils n'étaient pas faits pour la brutalité du front. Puis s'est posée la question de l'alimentation. 5 heures d'autonomie paraissent impressionnantes pour une machine facilement rechargeable, mais pour des robots susceptibles de rester sur le champ de bataille pendant une durée imprévisible, ce n'est pas suffisant. Il y a aussi le fait que le froid épuise les batteries et que les charges lourdes réduisent leur autonomie. Contrairement aux drones qu'on peut lancer, faire voler et récupérer en moins d'une heure, ces robots terrestres consommaient beaucoup d'énergie pour avancer. Mais la guerre électronique restait le principal obstacle. La Russie a fait du brouillage un véritable art dans cette guerre, en interférant avec le GPS, en brouillant les signaux des drones et en grillant les liaisons de communication. Et ces robots, comme presque tous les systèmes sans pilote, dépendent de signaux stables pour fonctionner. Dès qu'ils perdent le contact avec leurs opérateurs, ils s'immobilisent. Des rapports suggèrent que le brouillage russe ne faisait pas qu'éteindre ces appareils, mais perturbait aussi leur système de contrôle. Un robot neutralisable ou aveuglé d'une pression sur un bouton est un handicap. En revanche, les drones FPV coûtent seulement quelques centaines de dollars à fabriquer. Rapides, maniables, ils frappent des cibles avec précision. Cependant, ces robots terrestres coûtent des milliers de dollars, sont plus lents qu'un soldat courant et restent vulnérables aux outils de brouillage. Si vous êtes un commandant ukrainien avec peu de ressources, le choix est simple. Pourquoi investir dans des robots rampants quand vous pouvez acquérir 10 drones aériens? Le facteur humain compte aussi. Former des opérateurs à ces machines était difficile.
Contrairement aux drones, qu'on pouvait apprendre à utiliser assez vite, les robots demandaient des connaissances plus spécialisées. Il faut comprendre la navigation au sol, l'équilibre des charges et le dépannage. Et l'investissement n'en valait pas toujours la peine. Les soldats s'attachaient parfois à leurs chiens, insistant dans certains cas pour les faire réparer plutôt que de les remplacer. Cela signifiait que les soldats pouvaient hésiter à consentir aux sacrifices nécessaires ou attendre une réparation parfois plus coûteuse qu'un nouvel appareil. Le décalage entre attente et réalité ne veut pas dire que les robots étaient inutiles. S'ils aident à évacuer les blessés ou transporter du matériel, c'est déjà très positif. Cependant, cela paraît décevant parce que le battage médiatique laissait entendre une toute autre histoire. Et pour l'instant, dans leur cas d'utilisation actuelle, ces robots sont tout simplement trop fragiles et trop coûteux pour être justifiés. Leur incapacité à répondre aux attentes a une fois de plus révélé l'une des vérités les plus brutales de la guerre. Elle est impitoyable envers la technologie inaboutie. Vous n'avez pas la possibilité de peaufiner, d'itérer et d'affiner comme vous le feriez s'il s'agissait d'une expérience dans un laboratoire quelque part. Si une machine ne fonctionne pas du premier coup, les soldats perdent confiance en elle, les commandants cessent de la demander et les ressources sont réaffectées à ce qui fonctionne réellement. Leçon tirée de l'échec et avenir de la guerre robotique. La guerre a toujours servi de terrain d'essai brutal. Les premiers sous-marins étaient des pièges mortels prenant l'eau. Les premiers avions de combat ressemblaient à des cerfs-volants en bois avec des pistolets. Les premiers chars, comme déjà dit, s'enlisaient dans la boue presque aussi souvent qu'ils combattaient Hans. Pourtant, aujourd'hui, les sous-marins, les avions et les chars définissent la forme des armées modernes. Ils ne sont devenus indispensables qu'après des décennies d'échecs, de refonte et d'adaptation. Le même cycle se répète avec les robots. L'expérience en Ukraine a échoué non à cause de l'idée, mais car elle a été appliquée trop tôt. Ce qu'ils ont révélé était tout aussi important. Pour que les robots réussissent, ils devront être autonomes, robustes et résistants à la guerre électronique. Ces problèmes sont solubles, mais pas rapidement ni à moindre coût. Même en échouant, l'Ukraine a offert au monde une leçon. Elle a montré ce qu'il ne fallait pas faire. Pour les États-Unis et la Chine, c'est une leçon militaire gratuite. Les stratèges mondiaux ont sûrement noté comment les robots ukrainiens ont été bloqués par la boue ou neutralisés par le brouillage. En un sens, les prototypes ratés de l'Ukraine sont devenus des consultants non rémunérés pour la prochaine génération de robots militaires. Mais il y a quelque chose de plus profond concernant les robots sur le champ de bataille, au-delà du simple fait de remplacer les soldats. Et c'est le fait que la logique de la guerre est en train de changer. Imaginez un futur où des machines sacrifiables mènent les combats les plus sales, où des essaims de drones terrestres avancent dans les champs de mines ou les tranchées avant les humains. Ce type de guerre rend les attaques moins coûteuses en vies humaines, mais plus coûteuses en machines. Les machines pourraient que prolonger les guerres en réduisant le coût humain qui incite généralement les nations à négocier. Nous devons y réfléchir dès maintenant, car l'échec de l'Ukraine avec les robots ne durera pas. L'intelligence artificielle progresse, les batteries les gagnent en puissance et les matériaux s'allègent tout en se renforçant. Les facteurs ayant rendu les drones meurtriers ces 10 dernières années finiront par rendre viables les robots terrestres, soulevant ainsi des questions inconfortables. Si les robots assument un rôle plus direct en première ligne, cela rend-il la guerre plus facile à mener ? Cela abaisse-t-il le seuil du conflit puisque les dirigeants risquent des machines plutôt que des personnes ? Ou cela rend-il la guerre encore plus terrifiante avec la possibilité que des systèmes autonomes s'affrontent au-delà du contrôle humain ? L'Ukraine, sans le vouloir, nous a forcés à avoir cette conversation, et c'est peut-être cela l'héritage des chiens robots de l'Ukraine. Ils n'ont pas gagné de bataille ni changé la guerre, mais ils ont montré tout ce qu'il reste à faire et à quelle vitesse cela pourrait avancer une fois les leçons apprises. Donc oui, les chiens robots de l'Ukraine ont échoué en conditions de combat réel. Mais si l'histoire nous apprend quelque chose, les prototypes maladroits d'aujourd'hui sont souvent les percées terrifiantes de demain. Implications éthiques et stratégiques. Donc, si l'utilisation de robots en première ligne lors des guerres est perfectionnée, une question appelle une réponse. Qui sera tenu responsable des morts lorsque les robots appuieront sur la gâchette ? Au cœur de cette question se trouve l'idée d'un contrôle humain significatif. Et cela semble simple. Les humains doivent rester responsables des choix de vie ou de mort. Mais en réalité, définir ce que signifie « significatif » est en fait terriblement compliqué. Des groupes de défense des droits humains, le Comité international de la Croix-Rouge et des militants du désarmement affirment que l'humain doit rester au centre de l'usage de la force. Ils ont proposé différentes définitions opérationnelles. Humain dans la boucle, une personne tire avec l'arme. Humain sur la boucle, une personne supervise et peut reprendre la main, ou un contrôle humain de supervision significatif tout au long du cycle de vie de l'arme. Cette difficulté explique pourquoi des groupes comme la campagne pour arrêter les robots tueurs existent.
Non, fantastique. Leur position est d'interdire les systèmes qui fonctionnent sans contrôle humain significatif et de réglementer ou d'interdire les systèmes qui utilisent des capteurs pour cibler des humains de manière autonome. Ils ont présenté leur cause à l'ONU et dans les capitales, affirmant que confier de telles décisions à des lignes de code va à l'encontre de la dignité humaine et du droit international. Sans grande surprise, les gouvernements ne sont pas tous d'accord. En 2025, l'ONU a organisé une consultation avec différents pays et le secrétaire général Antonio Guterres a exhorté les États à établir des règles claires sur la régulation des armes autonomes d'ici 2026. Cependant, les grandes puissances comme les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde préfèrent des directives nationales et les lois internationales actuelles à une interdiction mondiale. Cette division est le principal problème politique ici. La société civile plaide pour l'interdiction. De nombreux pays souhaitent un cadre international et certaines grandes armées préfèrent une réglementation nationale plus souple. L'essor des armes autonomes ou semi-autonomes pose 3 défis juridiques et éthiques: responsabilité, discrimination et proportionnalité. Si un robot terrestre autonome tue des civils après avoir mal identifié une cible, qui est responsable dans ce cas? Est-ce le programmeur? Est-ce le commandant? Est-ce le fabricant, l'opérateur ou bien la machine elle-même? Human Rights Watch et d'autres ONG estiment que les cadres juridiques actuels ne définissent pas clairement les responsabilités, risquant l'absence de conséquences ou des accusations injustes. Les machines font aussi des erreurs de classification. Distinguer civils et combattants n'est pas simple, car cela dépend souvent du contexte, de l'intention et de signaux humains subtils. Les machines ne peuvent pas encore prendre ce type de décision de façon fiable, car elles manquent d'imagination morale. Un autre problème est le risque que cette technologie soit utilisée par des groupes non autorisés et non réglementés. Un robot terrestre militarisé construit à partir de composants commerciaux peut être copié, modifié ou acheté sur les marchés noirs. La nature à double usage de cette technologie, robotique civile plus arme, signifie que toute faiblesse dans le contrôle peut permettre à des capacités dangereuses de se répandre au-delà de le contrôle de l'État. Quelles sont les options politiques envisagées? Actuellement, 2. D'abord, interdire les armes entièrement autonomes sans contrôle humain significatif. Deuxièmement, une gouvernance nationale où les États privilégient des examens juridiques internes, comme des examens juridiques des armes de type article 36, la doctrine et les règles d'acquisition, au lieu d'un traité international. Chaque option a ses compromis. Les interdictions sont claires mais difficiles politiquement, et les règles nationales peuvent créer des failles et des normes incohérentes. Mais si nous espérons voir l'émergence de ces machines militaires robotiques à l'avenir, nous devons aussi prendre des précautions. Sinon, nous finirons bientôt par nous demander qui meurt à cause d'une machine qui s'est trompée, qui paie quand la frontière entre jugement humain et action automatisée devient floue. Ces questions sont assez urgentes et les prochaines années vont nous montrer à quel point le monde les prend au sérieux. Merci d'avoir regardé.